Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, soyons honnêtes une seconde. Est-ce que vous ressentez parfois cette drôle d'impression d'être complètement coincé? Comme si vous étiez en pilote automatique, à traverser vos journées sans but précis? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas les seuls. C'est en fait une véritable épidémie aujourd'hui. Dans cette analyse, on va vraiment décortiquer tout ça. On va s'appuyer sur les travaux d'Arthur Brooks, un chercheur à Harvard qui a mis au point un cadre scientifique fascinant et surtout hyper concret pour nous aider à retrouver un sens à l'existence. Alors évidemment, ça nous amène direct à cette fameuse question, quel est le sens de la vie? La question ultime, insoluble, pas vrai? Et pourtant, la science comportementale a fait une découverte assez dingue là-dessus. Figurez-vous que l'incapacité de mettre des mots sur le sens de sa propre vie, c'est littéralement le facteur numéro 1 qui prédit la dépression et l'anxiété dans notre société actuelle. En clair, si on n'arrive pas à définir notre pourquoi, notre cerveau se met à tourner en boucle et on se perd complètement. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici la petite carte mentale qu'on va suivre aujourd'hui. On va commencer par l'épidémie du sens, faire un tour du côté de nos hémisphères cérébraux, comprendre ce que sont ces espaces liminaux, découvrir les 6 piliers fondateurs et finir par le vrai pouvoir de l'amour. Section 1, l'épidémie du sens. Le contraste de notre époque avec celle de nos ancêtres est juste ahurissant. Autrefois, on trouvait un sens à l'existence de façon ultra naturelle. On vivait dans de petites tribus de 30 ou 50 personnes, on se battait pour survivre, on partageait des bouts de viande autour d'un feu en se regardant dans les yeux. Le sens, il était là, omniprésent dans la survie et le groupe. Mais aujourd'hui, on s'isole derrière nos écrans, on se fait livrer à manger par des applications, on vit souvent tout seul. C'est littéralement tout l'inverse de ce pourquoi notre biologie a été programmée. Et ça m'amène à une histoire absolument fascinante. Vous avez peut-être entendu parler de Coco le gorille. Coco a réussi l'exploit d'apprendre plus de 1000 mots en langue des signes. C'est incroyable, on est d'accord. Mais vous savez ce qu'elle n'a absolument jamais fait? Elle n'a jamais, au grand jamais, posé une seule question. Zéro. C'est là qu'on réalise que chercher le pourquoi, s'interroger sur ce qu'on fait là, c'est ce qui nous rend fondamentalement humains. Et quand on arrête de se poser ces grandes questions dans notre routine quotidienne, eh bien ça creuse directement ce terrible sentiment de vide. Ce qui nous amène à la section 2, le déséquilibre de nos hémisphères cérébraux. Parce que oui, sans même qu'on s'en rende compte, notre mode de vie actuel est littéralement en train de recabler notre cerveau. Pour faire simple, tout se joue dans la bataille entre nos deux hémisphères. D'un côté, on a le cerveau gauche. Lui, c'est le roi de la technologie, des listes de tâches, du comment et du quoi. Il adore résoudre des trucs compliqués comme coder un logiciel ou réparer un moteur. De l'autre côté, on a le cerveau droit. Lui, son domaine, c'est le mystère, l'amour, le grand pourquoi. Il gère des choses infiniment complexes qu'on ne peut pas simplement résoudre, mais qu'on doit vivre. Le gros piège de notre culture de la performance aujourd'hui, c'est qu'elle nous enferme totalement dans notre cerveau gauche. On passe nos journées à vouloir tout optimiser, tout régler. Et le résultat, on affame complètement notre cerveau droit, alors qu'il a désespérément besoin de mystère, de poésie et d'amour pour s'épanouir. Passons à la section 3, la navigation dans les espaces liminaux. Parce que même avec un cerveau parfaitement équilibré, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des transitions biologiques et psychologiques naturelles qui viennent complètement chambouler notre quête de sens, particulièrement au beau milieu de notre vie. En fait, c'est super important de comprendre que notre intelligence évolue avec le temps. Quand on est jeune, on fonctionne beaucoup avec une intelligence fluide. C'est un peu le côté cow-boy solitaire, vous voyez. On est super doué pour résoudre des problèmes à toute vitesse, tout seul dans notre coin. Mais en vieillissant, cette capacité baisse naturellement, pour laisser place à ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée. Là, on devient plutôt comme un enseignant. On repère les schémas complexes, on explique les choses avec sagesse et empathie. Et croyez-moi, essayez de résister à ce changement. Vouloir rester le jeune cow-boy à tout prix, c'est la recette garantie pour la souffrance. Et justement, cette période de transition un peu floue, on appelle ça la liminalité. C'est cet espace super inconfortable où on se dit « Ok, et maintenant, je fais quoi ?» Pour bien le visualiser, imaginez un homard. C'est tout bête, mais pour grandir, le homard est obligé de muer. Il doit casser et abandonner son ancienne carapace. Pendant un petit moment, il est tout mou, super vulnérable, à la merci du moindre prédateur. C'est terrifiant pour lui, mais c'est absolument essentiel pour sa croissance. Eh bien, nos crises de la quarantaine ou nos grosses remises en question professionnelles, c'est exactement ça. Une mue inconfortable, mais vitale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Section 4, les 6 piliers pour retrouver du sens. On passe enfin du diagnostic au remède. Voyons comment on peut concrètement guérir notre cerveau et redonner de la saveur à notre quotidien. Ce fameux cadre d'Arthur Brooks s'articule autour de 6 piliers. Le tout premier, c'est de se poser de grandes questions. C'est fini de parler de la pluie et du beau temps pendant les dîners. Il faut oser y aller franco. Demandez à vos amis « Hey, c'est quoi ta plus grande peur ?» ou « Qu'est-ce qui te donnerait envie de sacrifier ta vie aujourd'hui ?»
C'est ce genre de plongeon dans le cerveau droit qui crée une profonde connexion. Ensuite, on a l'amour, l'acceptation de la souffrance, la transcendance, la vocation et la beauté. On va voir ça de plus près. Le deuxième pilier, c'est l'amour. Saviez-vous qu'aujourd'hui, 62% des relations longues commencent sur une application de rencontre ? Le vrai souci ici, c'est que l'amour ne se résout pas avec la technologie de notre cerveau gauche. On ne peut pas juste chercher la compatibilité parfaite sur le papier en cochant des cases. La romance, la vraie, elle demande la vulnérabilité de notre cerveau droit. Et ça passe obligatoirement par du temps passé ensemble, en chair et en os. Et c'est dingue quand on regarde la neurobiologie derrière tout ça. Notre cerveau libère des hormones très précises en fonction de nos actions. Par exemple, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Les femmes en ont particulièrement besoin, environ 3 fois plus que les hommes. Et comment on la déclenche ? Tout simplement par un contact visuel direct, les yeux dans les yeux. Chez les hommes, en revanche, c'est la vasopressine, l'hormone de la loyauté, qui va jouer à plein. Et elle se déclenche par le toucher physique, comme le simple fait de marcher bras dessus, bras dessous avec quelqu'un. Bref, ces mécanismes sont hyper puissants, mais ils exigent qu'on lâche nos écrans pour une véritable présence physique. Le troisième pilier, lui, il nous confronte directement à la souffrance. Aujourd'hui, on vit dans une société un peu obsédée par la jeunesse éternelle et le confort absolu. On veut fuir la douleur à tout prix. Mais la consigne d'Arthur Brooks est sans appel. Il ne faut surtout pas l'éviter. La douleur inévitable liée aux transitions de la vie, c'est un enseignant sacré. Il faut vraiment ignorer cette espèce de complexe industriel de la thérapie à outrance qui essaie de nous convaincre que le moindre coup de blues est une maladie à soigner. En réalité, traverser des épreuves, c'est l'une des sources les plus profondes de signification. On regroupe les piliers 4 et 5, chercher la transcendance et trouver sa vraie vocation. La transcendance, c'est cette capacité à s'émerveiller face à quelque chose d'infiniment plus grand que nous. Pensez à l'histoire biblique de Job, par exemple. Quand Job exige des réponses à Dieu pour tous ses malheurs, Dieu lui répond avec une bonne dose de sarcasme, juste pour lui rappeler à quel point notre petite compréhension humaine est limitée. On n'est pas obligé de tout piger. Et pour ce qui est de la vocation, il faut casser cette idée qu'elle doit forcément ressembler à une grande carrière prestigieuse. Franchement, la vraie vocation de quelqu'un, ça peut tout simplement être de devenir le pilier de sa famille, à contre-courant des attentes modernes. Et c'est tout aussi grandiose. Le 6e pilier, la beauté, nous met face à des chiffres qui font franchement froid dans le dos. Écoutez bien, un enfant passe en moyenne seulement 4 à 7 minutes par jour dans la nature, contre 4 à 7 heures scotché derrière un écran. C'est le monde à l'envers, non ? Et soyons clairs, filmer un coucher de soleil ou un concert avec son smartphone, c'est un véritable piège. Ça transforme une expérience qui devrait être pure et viscérale pour notre cerveau droit en une vulgaire simulation informatique gérée par notre cerveau gauche. Si on veut retrouver du sens, il n'a pas de secret. Il faut vivre la beauté dans l'instant présent. Allez, on arrive à la section 5, la dernière ligne droite, le pouvoir de l'amour. C'est l'aboutissement de tout notre cheminement. Parce que, au bout du compte, le vrai moteur du sens dans nos vies, c'est toujours nos relations avec les autres. Brooks résume ça avec 3 règles en or pour faire durer un mariage ou une relation. 1. L'engagement total. On oublie l'esprit contrat-prénuptial, on jette les clés, on y va à fond en se disant qu'on sera là jusqu'au bout. 2. Rester positif. Personne n'a envie de vivre avec un vide ordure humain qui déballe toutes ses frustrations de la journée en rentrant à la maison. Partagez d'abord ce qui est beau. Et 3. Grandir spirituellement ensemble. Que ce soit par la prière, la méditation ou de grandes réflexions partagées, c'est ce qui permet de fusionner nos cerveaux droits et de consolider notre vie à deux. Mais l'amour, ce n'est pas que la romance, c'est aussi l'amitié. Et là, il y a une distinction capitale à faire. Il y a les amis deal, les amis de transaction, c'est le réseau professionnel, super utile, mais stérile pour l'âme. Et de l'autre côté, il y a les amis real, les vrais amis. Eux, ils sont techniquement inutiles d'un point de vue pratique. Ils ne vont pas booster votre carrière, mais ils vous aiment pour qui vous êtes, point barre. Le piège, c'est que les gens très performants mais très seuls ont souvent un carnet d'adresses rempli d'amis deal. Pour retrouver du sens, il faut vraiment faire l'effort conscient d'aller cultiver ces fameuses amitiés real. Ce qui nous amène à cette conclusion, cette définition magnifique que je voulais partager avec vous. Le bonheur, au fond, c'est véritablement l'amour. Et l'amour, ce n'est pas juste un petit sentiment agréable, c'est la volonté sincère et profonde de faire le bien pour quelqu'un d'autre. Le vrai sens de notre humanité exige qu'on arrête de fixer notre propre reflet dans le miroir et qu'on commence enfin à regarder vers les autres. Et voilà, on termine sur une petite réflexion qui pique un peu, mais qui est tellement nécessaire. Regardons nos vies une seconde. Est-ce que nos petites habitudes quotidiennes, derrière nos écrans, sont en train de construire un réseau purement transactionnel et sans âme, ou est-ce qu'elles cultivent ce vrai amour authentique, cette vulnérabilité humaine qui donne son sens ultime à notre existence ? Franchement, ça donne envie de poser son téléphone et de se reconnecter en vrai, non ? J'espère que cette exploration vous aura autant inspiré que moi. Merci beaucoup d'avoir été là, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.